Je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait une forme d'idéalisation peut-être de ces modèles de gestion pour toute une série de raisons. Les bis, c'est des constructions impressionnantes qui datent de plusieurs siècles. Il y a aussi des aspects liés à la vie dans les vallées qui étaient difficiles. Alors nous, dans notre recherche, on a cherché à dépasser ce biais-là et à s'intéresser à des critères objectifs pour évaluer si les modes de gestion par consortage étaient durables ou pas. Nos résultats sont contrastés. Les modes de gestion ont évolué tout au long du XXe siècle, je dirais. Et puis on a des cas de figure très différents avec des lieux, des endroits où les consortages sont restés très dynamiques, où les modes de gestion qu'ils mettaient en place, les corvées, les tours d'eau continuent à avoir un sens, à structurer, à influencer le comportement des usagers. Puis d'autres endroits où plus du tout, c'est les communes politiques qui ont repris ce rôle-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait face en fait à des défis, peut-être tout au long de leur histoire, mais peut-être plus particulièrement encore à partir des années 50-60. Les personnes qui délaissent le secteur primaire, l'agriculture, c'est l'arrivée des grands barrages, on a le défi des changements climatiques, et puis il y a toute la problématique des renouvellements de concessions pour l'hydroélectricité qui va arriver, et puis qui va poser la question des droits d'eau de ces consortages. Et il est tout à fait possible que dans les prochaines années, il y ait des débats, des discussions là autour, comme il y a pu en avoir en fait dans les années 50 ou 60, quand les grands barrages ont été construits. Par contre, dans la pratique, les modalités de distribution de l'eau, elles ont évolué, les tours d'eau ont parfois été abandonnés. Donc on voit une certaine adaptabilité en fait, de ces règles coutumières, quand bien même on a l'impression que ça n'évolue pas. Et puis on peut partir de l'idée aussi que ces règles-là seraient susceptibles d'évoluer dans le futur s'il y avait un besoin. Si on pense au changement climatique par exemple, on pourrait imaginer pour remettre des systèmes de distribution de l'eau qui soient un peu plus stricts que c'est le cas à l'heure actuelle. Et là, on pourrait très bien s'inspirer en fait, de ce que les consortages ont fait historiquement pendant plusieurs siècles. Ce qu'on a constaté, c'est que l'implication des membres, elle restait importante. Alors parfois, c'est une implication simplement financière, c'est-à-dire des consorts qui possèdent des droits d'eau, mais qui habitent parfois à Genève, Lausanne, en Belgique, mais qui continuent à les payer, quand bien même ils n'ont aucun intérêt économique direct, disons, à l'usage de la ressource. Mais c'est un geste symbolique, une forme de soutien à quelque chose qui existait et qui a un sens pour eux. Puis on a aussi observé des implications des nouveaux usagers, si on peut dire, c'est-à-dire des personnes qui voient un intérêt patrimonial touristique derrière la ressource et qui par exemple se mobilisent pour des corvées qui viennent parfois de loin, mais pour lesquelles cette activité-là fait sens. Les acteurs publics, que ce soit cantonaux ou communaux, jouent un rôle très important disons, ils doivent porter une attention, à mon sens, particulière à ce modèle de gestion qui a été mis en place au fil du temps par les consortages, pour plusieurs raisons. Déjà, un consortage qui fonctionne, c'est un moyen de s'assurer qu'on a un réseau d'irrigation bien entretenu. Dans un contexte de changement climatique, peut-être que les modes de gestion par tour d'eau, peut-être que des limites quantitatives à la quantité d'eau qu'on peut prélever, pourraient reprendre sens, même dans les régions aujourd'hui où ça n'existe plus. Puis enfin, dans nos recherches, on a aussi mis en évidence un rôle intéressant pour les consortages, c'est un rôle de médiateur quelque part. Si on a un consortage qui fonctionne, qui est dynamique, avec un comité au sein duquel siègent des personnes qui sont écoutées, entendues, respectées dans leur communauté, ces personnes peuvent devenir des formes de relais pour les acteurs étatiques, pour faciliter la mise en œuvre de certaines politiques publiques. Si on pense à la protection de l'environnement ou à la politique agricole, peut-être que ces personnes peuvent expliquer différemment que ne le font les acteurs publics l'intérêt de s'inscrire dans ces démarches-là.